Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur le podcast de l'externe. Ok, bon, on va pas commencer à partir en ASMR, on n'est pas là pour ça, même s'il faut reconnaître que c'est bien agréable. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien apprécié le premier épisode sur l'aménorrhée. Donc là, aujourd'hui, on va prendre un item relativement important, donc le syndrome coronarien aigu. L'item 339 donc. On verra plus tard sur les douleurs thoraciques. Là, on va parler spécifiquement du SCA, avec son épidémiologie, le diagnostic positif, la prise en charge thérapeutique et les complications à la phase initiale. Donc là, je suis sur le collège de médecine interne et de réanimation, où on a un bon récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir. Donc on va commencer par la petite introduction. Voilà, donc on nous rappelle que ce chapitre est un complément du référentiel de cardiologie pour insister sur la prise en charge initiale et les complications graves du syndrome coronarien aigu, rencontré en médecine intensive et de réanimation. Alors, on va commencer par l'épidémiologie des formes graves du SCA. Le syndrome coronarien aigu, c'est donc une pathologie fréquente des pays industrialisés. Cela reste une pathologie grave avec une mortalité évaluée entre 5 à 10% à la phase aiguë. La présentation clinique des patients permet d'identifier d'emblée les formes graves qui sont associées à une mortalité élevée. Ces formes compliquées sont le plus souvent liées à des troubles du rythme ventriculaire, à l'origine d'une mort subite, et ou à une dysfonction ventriculaire gauche sévère, responsable d'un état de choc cardiogénique. Alors attention, plus de la moitié des décès par SCA ou infarctus surviennent à la phase préhospitalière. La fibrillation ventriculaire peut survenir dès les premières minutes. Voilà. La prise en charge d'un SCA nécessite donc un environnement sécurisé, avec l'accès rapide à un défibrillateur. Les troubles du rythme supraventriculaire et les troubles de conduction sont rencontrés dans environ 50% des SCA. Les complications mécaniques sont rares, mais restent la conséquence d'une reperfusion trop tardive. Elles surviennent dans environ 1% des cas, la plus fréquente étant l'insuffisance mitrale par rupture de pilier. Bon, j'ai un peu le nez bouché, j'espère que ça s'entend pas trop. Au pire, bon, mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est l'hiver, on est malade. Alors, pour faire le diagnostic positif du syndrome coronarien aigu et de ses formes compliquées. Alors, le SCA traduit une ischémie myocardique aiguë, conséquence de lésions coronariennes instables. Les deux piliers du diagnostic du syndrome coronarien aigu sont: petit 1, la présence d'une douleur thoracique, typiquement constrictive, rétrosternale, en étau, irradiant dans les mâchoires ou les bras, s'accompagnant d'une anxiété avec sueur et agitation. Elle est brutale, prolongée, donc c'est classiquement plus de 20 minutes, et elle est résistante à la trinitrine, connue sous le nom de Natisprée. Voilà, donc là, c'est les caractéristiques de la douleur thoracique dans le SCA. Et ensuite, deuxième point, pour faire le diagnostic, c'est la présence de troubles de la repolarisation à l'ECG. Donc typiquement, on a un sus-décalage du segment ST qui est convexe vers le haut, dans des dérivations concordantes d'un territoire coronaire. Il traduit dans ce cas une thrombose coronaire aiguë avec occlusion complète. Parce que voilà, l'occlusion incomplète, c'est ce qui définit l'angor. En présence de ces deux éléments, donc la douleur thoracique et les troubles de la repolarisation, il n'y a pas d'indication à la réalisation d'autres examens complémentaires. Il n'y a pas de place pour le dosage de la troponine pour affirmer le diagnostic. On a juste besoin de ces deux signes, voilà, qui nous orientent directement vers le SCA. Certaines formes de SCA ne présentent pas de sus-décalage du segment ST, mais comportent quand même un risque vital immédiat de par leur présentation clinique. Il s'agit des formes compliquées d'insuffisance cardiaque aiguë, de troubles du rythme, d'arrêt cardiaque et ou de choc cardiogénique. Ces complications peuvent donc être initialement au premier plan et révéler le SCA. Les signes évocateurs suivants sont donc à rechercher de façon systématique en cas de suspicion de syndrome coronarien aigu, ou à l'inverse, faire évoquer une étiologie coronarienne. Alors, ces signes sont la dyspnée brutale ou l'orthopnée, qui révèle donc un œdème pulmonaire, ou l'acidose d'un état de choc.
On a aussi la douleur de l'hypocondre droit révélant une congestion hépatique secondaire à une insuffisance cardiaque, des palpitations en lien avec des troubles du rythme, une sensation de malaise ou de mort imminente révélant un bas débit cardiaque ou ensuite directement l'arrêt cardiaque. Les signes suivants doivent être recherchés systématiquement à l'examen clinique. Donc, premièrement, les signes d'insuffisance cardiaque gauche. Donc ça va être tout ce qui est dyspnée avec orthopnée, donc allongé, des crépitants bilatéraux, des champs pulmonaires, des signes d'insuffisance cardiaque droite, ensuite, donc avec la turgescence jugulaire, le reflux hépato-jugulaire, l'hépatalgie. On va devoir rechercher aussi une tachycardie qui révèle un trouble du rythme ou une bradycardie qui révèle un trouble de conduction. Et ensuite, des signes de choc cardiogénique. Donc là, ça va être l'hypotension artérielle, des marbrures, une confusion, une oligurie. L'échographie a une place centrale avec l'ECG pour le diagnostic précis des complications. Alors, un petit point physiopathe. Donc, la rupture d'une plaque d'athérome va provoquer l'adhésion et l'activation plaquettaire jusqu'à la formation d'un thrombus intraluminal. La réduction du flux vasculaire par occlusion partielle ou complète du vaisseau aboutit, in fine, à une nécrose myocardique. Voilà, donc ça c'est la physiopathologie du SCA. Alors, il faut faire attention parce que parfois le diagnostic n'est pas évident, notamment chez les diabétiques qui ne ressentent pas spécialement la douleur. Les sujets âgés, eux, ils vont avoir une symptomatologie atypique avec des vomissements fréquents. Et chez les femmes, on a aussi des douleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. En présence d'un bloc de branche gauche ou d'un électro-entraînement continu, donc là, c'est pour les patients porteurs et dépendants d'un stimulateur cardiaque, ou bien lorsque le CG est normal mais que la douleur est très évocatrice, il est nécessaire de compléter la prise en charge par des examens complémentaires et de prendre avis auprès du cardiologue afin de discuter la réalisation d'une échocardiographie. Donc, pour le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST, avec quand même un risque vital élevé. Donc ça, c'est un cas particulier qui se définit de la même façon, avec l'association d'une douleur angineuse de repos, mais cédant spontanément en moins de 20 minutes, ou sensible à la trinitrine. Dans ce cas, le patient n'a plus mal lors de l'examen clinique, il n'y a pas de sus-décalage ST à l'ECG. Un cycle de troponine, donc c'est un dosage de la troponinémie à H0 et H4, est dans ce cas licite. Le patient doit donc être monitoré, donc avec un scope, une saturation en oxygène et une mesure de la pression artérielle automatisée. Et il doit être aussi hospitalisé en soins intensifs de cardiologie où une échographie cardiaque est réalisée, à la recherche de troubles de la cinétique segmentaire qui pourraient traduire une nécrose et donc une partie du myocarde qui fonctionne moins bien. L'agressivité des traitements cardiaques est réalisée. Non, pardon. L'agressivité des traitements sera en fonction des résultats des examens complémentaires. Donc là, ça va être la bi-antiagrégation plaquettaire, l'anticoagulation et la revascularisation, qui sera donc discutée en fonction du cycle de troponine. L'artère coupable n'est dans cette situation pas complètement obstruée, mais simplement sténosée, avec la persistance d'une perfusion myocardique minime qui évite la nécrose. On est donc sur un entre-deux. Mais attention cependant, la présence d'une forme clinique compliquée, même en l'absence de sus-décalage du segment ST, représente un risque vital immédiat, élevé, et nécessite une prise en charge urgente et agressive. Donc ainsi, même en l'absence de sus-décalage ST, la présence des signes cliniques et paracliniques suivants implique la même prise en charge que le SCA avec sus-décalage en raison du risque vital immédiat élevé. Ça va donc être l'état de choc cardiogénique ou les signes d'insuffisance cardiaque aiguë, les troubles du rythme ventriculaire, la complication mécanique, un sus-décalage intermittent du segment ST ou une récidive ou une persistance des douleurs thoraciques angineuses, même sous traitement médical. Voilà.
Donc là, on va parler maintenant de la prise en charge thérapeutique du syndrome coronarien aigu ST+, en dehors des complications. Donc, le plus important, c'est la reperfusion coronaire. C'est l'objectif du traitement du SCA-ST+, et ça doit être une priorité. Plus le traitement est administré tardivement, plus la nécrose sera étendue et plus le risque de complications sera important. Aucun examen complémentaire ne doit retarder la revascularisation une fois le diagnostic de SCA avec sus-décalage du segment ST ou un infarctus du myocarde posé. Voilà, dès que le diagnostic est posé, on ne doit faire aucun examen complémentaire qui peut retarder la revascularisation. C'est le plus important. Il y a un slogan d'ailleurs, c'est Time is muscle. Donc il faut aller le plus vite possible. Premièrement, donc, on va parler de la mise en condition et de la prise en charge de la douleur. Ça va être ce que le patient ressent en premier lieu et il va falloir s'en occuper en priorité. Les troubles du rythme ventriculaire sont une des premières causes de décès à la phase aiguë de l'infarctus. Donc dès le début de la prise en charge, dès la suspicion d'un SCA-ST+, le patient doit bénéficier d'un monitorage ECG, donc un scope, etc., associé à la disponibilité immédiate d'un défibrillateur. Donc oui, il ferait l'arrêt cardiaque. Le monitorage associe, en plus du scope, la mesure continue de la SAT, la mesure de la pression artérielle non invasive automatisée, et ceci même durant le transport jusqu'en salle de coronarographie, afin de détecter la survenue d'une complication. Le patient doit donc avoir un abord vasculaire, une voie veineuse périphérique par exemple, un bilan biologique avec une NFS, un taux plaquettaire, un ionogramme sanguin avec créate et un bilan hépatique, mais ça ne doit pas retarder la réalisation de la coronarographie, comme toujours. Le traitement symptomatique de la douleur doit être réalisé précocement avec le recours, si besoin, au morphinique, sachant que la douleur disparaît avec la désobstruction coronaire. Donc, toujours pareil, on doit aller au plus vite à la reperfusion, c'est ce qui va le plus soulager la douleur. Une présence médicale pendant toutes les phases de la prise en charge, y compris les transports, est donc obligatoire. C'est pour ça qu'on doit organiser un SMUR en cas de transfert vers un autre centre hospitalier. En effet, ces patients sont à haut risque de complications, à type de troubles du rythme ventriculaire ou œdème aigu pulmonaire le plus souvent. Voilà. Donc, au niveau des stratégies de reperfusion, il y a 2 stratégies qui sont disponibles. La reperfusion coronaire interventionnelle, ça c'est l'angioplastie primaire, ou la reperfusion coronaire pharmacologique, donc ça c'est la fibrinolyse. Le choix de la stratégie est conditionné par la durée estimée entre le premier contact médical et l'accès à la coronarographie, que le patient soit chez lui ou dans un centre médical. Donc premier cas, si la coronarographie est accessible dans les 120 minutes, donc dans les 2 heures après le diagnostic, le patient doit bénéficier directement en première intention et en urgence d'une angioplastie primaire. Si la coro n'est pas accessible dans les 120 minutes, suivant le premier contact médical, la reperfusion coronaire par fibrinolyse est indiquée en l'absence de contre-indication. Le patient devra être également transféré dans un centre où une coronarographie sera réalisée secondairement. Voilà, pour évaluer le succès ou pas de la fibrinolyse. À noter que la reperfusion en urgence n'a pas montré de bénéfice si les douleurs existent depuis plus de 12 heures. Ainsi, au-delà de 12 heures, la fibrinolyse n'est plus indiquée et la coronarographie sera réalisée en cas de persistance de douleur ou de complications imputables. L'angioplastie donc, ça consiste en une dilatation de la sténose ou de l'occlusion et la pose d'un stent. Le plus souvent, le stent sera actif, c'est-à-dire qu'il comporte des substances antiprolifératives, favorisant l'absence de resténose intrastent à distance. En cas d'impossibilité de revascularisation par voie percutanée, un traitement chirurgical par pontage aorto-coronarien doit être discuté en urgence avec l'équipe de chirurgie cardiaque. Voilà, donc ensuite, après la reperfusion, on va avoir des traitements antithrombotiques adjuvants. Donc, ils sont fondamentaux car ils évitent que l'artère se rebouche, tout simplement. Il y a 2 classes de médicaments qui doivent être administrés.
On va avoir un traitement antiagrégant plaquettaire double, donc le traitement associe systématiquement l'aspirine et un inhibiteur du P2Y12. Ça va être le clopidogrel, le ticagrelor ou le prasugrel. Voilà, donc aspirine plus inhibiteur du P2Y12. Et ensuite, on va avoir une autre classe, ça va être le traitement anticoagulant IV par héparine. Dans le cas du SCA avec sus-décalage du segment ST, le traitement est administré très vite dès le diagnostic et même avant la reperfusion. Et ensuite, on va avoir aussi des traitements médicamenteux adjuvants secondaires. Donc ça va être les traitements par bêta-bloquant, un IEC et une statine qui sont ajoutés de façon concomitante à la revascularisation. Ces traitements seront administrés progressivement jusqu'à la dose maximale tolérée. Donc, il faut juste faire attention aux hypotensions orthostatiques, à l'insuffisance rénale aiguë secondaire aux IEC et ou aux myalgies et rhabdomyolyse sous statine. Les facteurs de risque cardiovasculaire sont également pris en charge. Voilà, donc là, sur la prise en charge, on a fait le tour. Donc maintenant, on va faire un petit point sur les complications à la phase initiale. Donc, on va avoir en premier lieu les troubles du rythme. Ça va être les plus grosses complications à la phase aiguë du SCA. La fréquence et la gravité des troubles du rythme survenant à la phase aiguë du syndrome coronarien aigu sont très variés. La fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire représentent les formes graves. Elles sont rares, mais elles sont aussi à l'origine des morts subites à la phase initiale de l'infarctus. Le traitement spécifique renvoie à la prise en charge des arrêts cardiaques avec rythme choquable, la défibrillation, les antiarythmiques, et impose en cas de sus-décalage du segment ST une reperfusion coronaire en urgence, toujours. La prévention de la récidive par bêta-bloquant et ou amiodarone est détaillée dans le référentiel de cardiologie. Les troubles du rythme supraventriculaire ne sont pas rares, avec en chef de file la fibrillation atriale. Le traitement, là, n'a pas de particularité. Voilà. Il y a un petit point sur le rythme idioventriculaire accéléré. Donc ça, c'est une dépolarisation spontanée des voies de conduction ventriculaire qui apparaît à la phase aiguë de l'infarctus, notamment lors de la reperfusion ou au décours d'un arrêt cardiaque récupéré. Ça se caractérise par quoi? Donc c'est un rythme régulier, peu rapide, entre 80 et 120 BPM, sans activité atriale décelée, à QRS large donc, bien toléré sur le plan hémodynamique, qui disparaissent spontanément. Il s'agit du diagnostic différentiel principal de tachycardie ventriculaire, notamment les tachycardies ventriculaires lentes, à la phase aiguë de l'infarctus. Voilà, donc ça c'était le rythme idioventriculaire accéléré. Ensuite, comme autre complication à la phase initiale, on peut avoir les troubles de conduction. Donc là, ils peuvent être immédiats ou retardés. Ils sont plus graves lors d'un infarctus antérieur ou à la phase précoce d'un infarctus inférieur, parce qu'on va avoir en fait une nécrose des voies de conduction atrioventriculaires. Les plus fréquents, c'est donc les blocs atrioventriculaires de haut degré. Donc ça, c'est être les BAV2, MOBITS 2 ou les BAV3. Donc le BAV3, c'est une dissociation complète de l'activité électrique atrioventriculaire, atriale et ventriculaire. Les autres étiologies de bradycardie sont beaucoup moins fréquentes. Ça va être les blocs sino-atriales et les bradycardies sinusales. Voilà. En cas de mauvaise tolérance clinique et ou biologique, donc si on va avoir un retentissement sur la fonction rénale, hépatique ou des troubles de la vigilance avec confusion, un traitement spécifique doit être rapidement mis en place. Ça repose sur quoi? On va chercher à avoir une augmentation de la fréquence cardiaque via une stimulation externe, donc par le défibrillateur stimulateur, ou l'administration d'isoprénaline IVSE et d'atropine dans l'attente de la pose d'une sonde de stimulation électrosystolique endocavitaire. Voilà, donc le pacemaker, tout simplement. Et ensuite, on peut aussi avoir, à la phase initiale, des complications
de la dysfonction ventriculaire. Donc là, ça va être lié à l'ischémie d'une partie plus ou moins étendue du muscle cardiaque qui va entraîner immédiatement une diminution de sa performance contractile. Selon l'étendue de l'altération de la performance cardiaque systolique, le SCA peut se compliquer d'insuffisance cardiaque, allant de l'œdème aigu pulmonaire cardiogénique jusqu'au choc cardiogénique. Donc on va d'abord voir l'œdème aigu pulmonaire cardiogénique, et ensuite on passera sur le choc. Donc l'origine ischémique d'un œdème aigu pulmonaire cardiogénique est fréquente et doit être systématiquement recherchée. Toute suspicion d'œdème aigu pulmonaire doit faire réaliser un ECG. En effet, il complique le plus souvent un infarctus antérieur étendu, donc secondaire à une occlusion de l'artère interventriculaire antérieure, mais l'œdème pulmonaire peut également révéler une insuffisance mitrale qui complique un infarctus inférieur. Donc là, on va avoir le cas d'une ischémie du pilier mitral qui conduit à sa dysfonction, voire à sa rupture. Il sera classiquement unilatéral droit, donc les veines pulmonaires droites étant dans l'axe du reflux mitral, excentré dans cette situation. Sa prise en charge en urgence comporte deux volets. D'abord symptomatique, donc là on va avoir un traitement par diurétique pour diminuer la post-charge, des dérivés nitrés, une oxygénothérapie et une ventilation non invasive. Deuxième volet de la prise en charge de l'œdème aigu, ça va être étiologique, avec reperfusion coronaire en urgence, encore et toujours, et une réparation valvulaire chirurgicale si c'est indiqué. Donc, petit point où il faut faire attention, ça va être le patient en détresse respiratoire sur un œdème aigu pulmonaire cardiogénique de cause ischémique. L'enjeu de sa prise en charge, c'est donc la tolérance respiratoire qui permet la réalisation de la coronarographie dans le délai le plus bref. Parce qu'en effet, cet examen nécessite le maintien d'un décubitus dorsal strict. Donc, il faut toujours faire attention parce que le traitement étiologique est primordial et ne doit pas être retardé inutilement. Le patient doit donc être rapidement stabilisé sur le plan respiratoire et si besoin, on devra l'intuber pour permettre la coronarographie. Voilà. Deuxième partie de la dysfonction ventriculaire, c'est donc le choc cardiogénique. Donc là, c'est le stade au-dessus. Déjà, il faut savoir que l'incidence du choc cardiogénique à la phase aiguë du SCA a diminué avec le développement du réseau de soins et les techniques de reperfusion précoce. Le mécanisme du choc peut être la dysfonction du ventricule gauche étendu, dans le cas d'un SCA antérieur par exemple, une complication mécanique, donc là ça va être la rupture mitrale, la communication interventriculaire, un infarctus du ventricule droit, un trouble du rythme ou un trouble de la conduction. Donc là, l'échocardiographie est fondamentale pour préciser le mécanisme du choc cardiogénique. La prise en charge du patient en choc cardiogénique compliquant le SCA est urgente et comporte aussi deux volets. Un volet symptomatique et étiologique, toujours pareil. Le volet symptomatique, donc là, on va mettre des catécholamines de type inotrope positif, plus ou moins vasopressives, en fonction de la pression sanguine artérielle qu'on aura dans le choc. On pourra aussi faire, dans le cas le plus extrême, un support hémodynamique mécanique de type circulation extracorporelle. Voilà. Et le volet étiologique du choc cardiogénique, ça sera la reperfusion coronaire rapide. Toujours pareil. Autre complication, plus grave cette fois-ci, ça va être l'arrêt cardiaque et la mort subite. L'infarctus du myocarde reste l'une des principales causes de mort subite, notamment en lien avec les troubles du rythme ventriculaire, fibrillation ou tachycardie ventriculaire. La prise en charge symptomatique est commune à celle des arrêts cardiaques, donc là on refera un épisode dessus, spécifique. Le traitement étiologique, revascularisation coronaire précoce, est fondamental. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. S'il y avait un seul truc à retenir, ce serait ça, voilà. La revascularisation coronaire précoce, c'est le traitement principal, du SCA avec toutes ses complications.
Les complications mécaniques ensuite. Donc là, on l'a un petit peu abordé, ça va être tout ce qui est, rupture des piliers et cetera. Donc là, on va voir ça. Il faut savoir que les complications mécaniques sont beaucoup plus rares que les complications rythmiques ou que l'œdème aigu pulmonaire, mais sont souvent fatales malheureusement. La plus fréquente, elle est valvulaire. Ça va être l'insuffisance mitrale par rupture ou dysfonctionnement du pilier lorsque le territoire infarci touche un pilier mitral. Cette insuffisance mitrale peut se manifester cliniquement par un OAP cardiogénique ou un état de choc. L'orientation diagnostique, elle est clinique. Donc là, ça va être l'existence d'un souffle systolique à l'auscultation cardiaque. Et le diagnostic est quant à lui échocardiographique. Son traitement est chirurgical. Ça va être le remplacement valvulaire mitral en urgence. Comme autre complication mécanique, on peut avoir la communication interventriculaire, qui est très rare et qui se manifeste par un état de choc cardiogénique, des signes d'insuffisance cardiaque droite et une hypoxémie secondaire associée à un souffle holosystolique en rayon de roue à l'auscultation cardiaque. Donc là, me demandez pas ce à quoi ça ressemble en vrai, j'en ai jamais entendu et très peu de même des cardios, doivent l'entendre, je pense, mais bon. L'échocardiographie confirme le diagnostic avec un reflux à travers le septum et une dilatation des cavités droites, secondaire à l'augmentation des pressions du fait de la communication. Il s'agit là aussi d'une urgence chirurgicale grévée d'une forte mortalité. On peut aussi avoir comme complication mécanique une rupture de la paroi libre du ventricule gauche, qui se complique alors d'un hémopéricarde qui est fatal en quelques minutes. En cas de fissuration ou de rupture subaiguë, suspectée en cas d'apparition de signes de choc et d'une apparition ou d'une majoration d'un épanchement péricardique, une prise en charge chirurgicale peut être réalisée. Mais bon, là, on se doute bien que s'il y a une rupture totale et immédiate, bon, ben, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on imagine bien que tout le sang, compris dans le ventricule gauche, va se répandre dans le péricarde et voilà, ce sera la fin. Donc, comme autre complication, on peut avoir l'extension au ventricule droit ensuite. Donc là, c'est notamment en cas d'infarctus inférieur. Elle doit être suspectée devant une dégradation hémodynamique secondaire, notamment par une hypotension, et l'apparition de signes d'insuffisance cardiaque droite. Donc là, toujours turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, etc. Son diagnostic repose sur un ECG 18 dérivations, avec l'extension des troubles de la repolarisation dans les dérivations droites, V3R et V4R du coup. À l'écho cardiaque, le ventricule droit se retrouve dilaté. Il existe le plus souvent une insuffisance tricuspide, avec parfois un septum paradoxal. Son traitement repose sur la revascularisation de la coronaire droite, associée au traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Donc là, il reste deux complications, ça va être la péricardite et le thrombus intraventriculaire gauche. Et ensuite, on aura fini l'item. Donc, la péricardite tout d'abord. Donc là, ça va être juste une petite partie sur ça. Je pense qu'on refera un épisode dédié. La péricardite, il s'agit donc d'une complication subaiguë, à la différence des précédentes, qui sont vraiment aiguës et urgentes. Donc là, devant la persistance ou la récidive d'une douleur thoracique, même après la revascularisation, il est nécessaire de préciser les caractéristiques de la douleur. En effet, le diagnostic à évoquer en premier lieu est la thrombose de stent. La douleur aura dans ce cas les mêmes caractéristiques que l'épisode initial, avec à l'ECG un nouveau sous-décalage dans le territoire impliqué. Néanmoins, la réaction inflammatoire péricarditique peut également s'exprimer précocement. La douleur thoracique de la péricardite est classiquement intermittente, non modifiée par l'effort, basithoracique, majorée par l'inspiration profonde et soulagée par l'antéflexion. Le patient identifie cette douleur comme étant différente de la douleur d'infarctus. L'examen clinique est classiquement normal. Il peut exister cependant un petit fébricule
une fébricule, pardon, et un frottement péricardique. Il existe le plus souvent un épanchement péricardique de faible abondance qu'on peut visualiser à l'échocardio. Le bilan biologique met en évidence un syndrome inflammatoire sans infection, donc on peut avoir une CRP élevée, mais pas de globules blancs notamment. Et le traitement va consister en une association d'aspirine et de colchicine et l'absence d'effort physique pendant 3 mois. Et du coup, cette péricardite ne se complique qu'exceptionnellement de tamponnade. Voilà, donc aspirine, colchicine en cas de péricardite, avec repos pendant 3 mois. Voilà. Et ensuite, la dernière des complications, ce sera le thrombus intraventriculaire gauche. Donc ça, c'est une complication subaiguë et chronique classique des infarctus antérieurs qui touche le territoire apical. Voilà, donc en présence de troubles sévères de la cinétique segmentaire de l'apex, le sang a donc tendance à stagner et à créer des thrombus qui peuvent être diagnostiqués à l'échocardiographie dès le J3. C'est alors une indication à l'anticoagulation du fait de son risque très élevé d'embolie systémique, avec notamment des risques d'AVC du coup. Voilà, donc là on a fini l'item sur les syndromes coronariens aigus. On a un petit récapitulatif temporel avec, avec les consignes de prise en charge thérapeutique. Donc, on nous rappelle qu'inférieur à 15 minutes, il faut avoir réalisé et interprété le CG. Donc là, voilà, ça va être, le travail de l'externe notamment. On doit avoir aussi diagnostiqué un SCA ST+ et ou une forme compliquée. Voilà. En dessous de 30 minutes, on doit avoir discuté avec l'équipe de cardio sur la modalité de la revascularisation. Si on doit passer soit par une angioplastie, soit par, une revascularisation pharmacologique. En moins de 60 minutes, on doit avoir débuté les traitements médicamenteux spécifiques et inférieur à 2 heures, on doit avoir réalisé la reperfusion coronaire, qui est le traitement, primordial en gros du syndrome coronarien aigu. Voilà, donc là, si je dis pas de bêtises, on a fini l'item. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura fait un bon rappel sur le syndrome coronarien aigu. Heu, voilà, donc on se retrouve mercredi matin pour le prochain épisode qui portera sur je sais pas encore quoi. Je vais réfléchir à tout ça et voilà, d'ici là, beh, travaille bien, prends soin de toi toujours, fais-toi des petits plaisirs là dans la journée, ça c'est toujours important et puis à bientôt. Ciao, ciao.